En manchette ce soir, le CISAT sabre dans ses dépenses. Diminution du nombre de postes, réduction des heures supplémentaires, réorganisation d'activités. Ça va être encore plus compliqué d'accéder au système de santé qui est déjà pas simple en ce moment. Une fuite de gaz majeure à Val-d'Or et des carrefours giratoires à nouveau accessibles dans la vallée de l'Or. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous. Voici le TVA 18h. On débute en santé. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue qui démarre un plan de réduction des dépenses dans le but d'amoindrir un déficit de 96,5 millions de dollars. Donc, de nombreuses mesures d'austérité sont prévues. Alexandre Cabana a les détails. Le CISAT a sorti les ciseaux et les coupures ont débuté. Diminution, réduction et réorganisation sont au menu. Dans une lettre interne, la présidente directrice générale du CISAT détaille à l'ensemble du personnel ce plan de réduction des dépenses. Une manœuvre, mais surtout un moment mal choisi selon les représentants syndicaux. Je dirais une déception à ce niveau-là parce que c'est déjà des équipes qui sont en sous-effectif, qui travaillent déjà beaucoup. Fait que, tu sais, de recevoir cette nouvelle-là, c'est sûr que c'est une déception au niveau de la région parce qu'on essaie d'attirer les gens pour venir dans ces emplois-là. Puis là, on vient de dire qu'on va faire des coupures quand même assez majeures. C'est très inquiétant de voir ça, puis surtout de voir ça dans un contexte de réforme. On est dans une situation où on est dans une réforme actuelle du système de santé et des services sociaux. Puis dans sa réforme, le ministre Dubé disait on va mettre des gestionnaires de proximité. Ben là, qu'est-ce qu'on voit dans la lettre qu'on a reçue? Une diminution du nombre de postes administratifs. Dans le rouge de 96,5 millions de dollars selon son déficit projeté pour 2024-2025, la direction du CISAT dit n'avoir d'autre choix que de réduire les coûts. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, ceux qui risquent d'être le plus touchés par ces coupes, ce sont les employés administratifs. C'est encore plus compliqué d'accéder au système de santé qui est déjà pas simple en ce moment. Donc, tu sais, ouverture des dossiers, les suivis médicaux, toute l'administration, les dossiers, ça va vraiment avoir un impact, là, même pour les infirmières, leurs notes, savoir qui est rendu où, quand. J'imagine que ça va être compliqué. T'sais. Et les réductions des heures en temps supplémentaire risquent d'affecter le niveau des services, selon Carl Véraud de la PTS. Les conséquences de la coupe du temps supplémentaire, ce temps supplémentaire-là n'est pas fait pour rien, là. Le temps supplémentaire qui est fait, c'est pour donner des services à la population. Donc, si on coupe le temps supplémentaire, inévitablement, on va couper des services à la population. La direction du CISAT n'a pas su répondre à notre demande d'entrevue dans les délais. La lettre interne indique que les prochaines semaines serviront à définir les actions et que l'objectif demeure de maintenir un service de qualité à la population. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et on poursuit à Val-d'Or, où une fuite de gaz majeure est survenue ce matin à l'angle de la 5e rue et de la 5e avenue. La situation est maintenant rétablie depuis 14h35. L'accident qui s'est fait en raison d'une conduite de gaz qui a été accrochée lors de travaux d'excavation devant une résidence. Le service d'incendie de la ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec et la compagnie de gaz naturel Énergir étaient sur place pour régler la situation. On ne rapporte pas de blessés. Et situation préoccupante, il y a actuellement 2 personnes qui sont portées disparues dans la région. D'abord, Gaïa Martel-Grignon, 15 ans, de Val-d'Or. Vous le voyez à l'écran, elle mesure 5 pieds et 2 pouces, pèse 137 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle a aussi un perçage au niveau de la narine droite et le septum percé. L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois mardi près du boulevard Forêt avec un manteau noir et un pantalon de jogging foncé. Toute personne ayant cru l'apercevoir doit contacter le 911. Un homme de 21 ans est aussi porté disparu, mais cette fois-ci à Amos. Jérémy Bouffard a été vu pour la dernière fois mardi vers 15 h à une station-service. Il portait un manteau court noir et il se déplace dans un véhicule de marque Subaru, modèle Impreza 2019. Il mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 200 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns et porterait la moustache. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Eh bien, il y a plusieurs automobilistes qui passent par Val-d'Or qui vont être heureux de savoir que les constructions des carrefours giratoires de la route 111 et 117 sont terminées. Et il y a aussi celui du boulevard Sullivan qui est accessible depuis quelques jours. Les détails d'Alexis Dumont.
Terminer les détours pour emprunter les différents carrefours giratoires en chantier à Val-d'Or, alors que depuis maintenant quelques jours, les travaux sont officiellement terminés. 80 de nos travaux qu'on avait entrepris au début de l'été sont terminés et c'est juste une question de jours et de peut-être une semaine là, pour terminer ceux qui restent. Pour ce qui est du carrefour giratoire aux intersections du boulevard Barrette et de la 7e rue, les travaux s'étaient amorcés en mai dernier. La mairesse de Val-d'Or assure que tous les délais dans les coûts et les échéanciers ont été respectés. On avait mis un montant d'argent à notre programme triennal d'immobilisation. Alors, dès qu'on a eu les discussions avec les minières, on savait pas mal comment que ça allait coûter, puis on est dans les coûts. Des travaux qui étaient plus que nécessaires selon la ville. Naturellement, c'est la route pour se rendre à l'aéroport, mais on a notre forêt récréative qui est très populaire. Alors, puis une piste cyclable aussi pour les gens pour s'y rendre. Alors, ça faisait en sorte qu'il y avait quand même de la vitesse, mais aussi la traverse du boulevard Barrette pour se rendre à la forêt récréative, c'était risqué parfois. Même son de cloche du côté du secteur Sullivan, alors que depuis mai dernier, les automobilistes devaient s'armer de patience pour atteindre le carrefour giratoire de la route 117. Mais le ministère des Transports assure que les travaux se sont déroulés comme prévu, même si certains ajustements ont dû être effectués. Ça s'est déroulé selon l'échéancier de départ, là, soit sur une période de 22 semaines à compter du 21 mai dernier. C'est évident étant donné que c'était des travaux quand même d'une ampleur importante, il y a eu des épisodes de congestion. On s'y attendait quand même un peu, on s'y était préparé et on a adopté des modifications, des redressements là, en cours de route avec l'équipe de surveillance, avec l'entrepreneur, également avec la collaboration de la Ville de Val-d'Or. La Ville de Val-d'Or mentionne que des travaux d'aménagement paysager seront effectués sur le carrefour giratoire afin de le compléter d'ici 2025, mais aucun autre travaux majeurs de construction du genre ne seront prévus pour le moment. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours en lien avec les constructions routières, la fermeture prolongée de l'entrée de la 15e rue par le boulevard Rideau à Rouyn-Noranda fait des mécontents. La pharmacie Brunet de la place Rwanda s'inquiète des impacts sur les activités du magasin. L'un des propriétaires de la pharmacie aimerait qu'une solution temporaire soit mise en place pour que les automobilistes ne soient pas forcés d'emprunter un détour pour se rendre au commerce. Et on se souvient que la Ville a annoncé mardi être dans l'obligation de maintenir la fermeture de l'accès à la 15e rue en raison d'un retard dans la livraison des feux de circulation à l'entrepreneur. L'administration dit comprendre les inconvénients, mais ne peut pas revenir sur sa décision par mesure de sécurité. Je serais entre 20, 40 et plus 1000 $ de pertes depuis que ça a commencé. Fait que là, ça m'inquiète pour novembre et décembre parce que là, imagine, mes pertes seraient quintuplées ou seraient augmentées, ça, c'est sûr et certain. Je veux pas dire à mes employés de s'inquiéter pour au niveau du travail, mais j'ai déjà dit non à quelqu'un que j'étais supposé d'engager dernièrement. On m'a pas offert rien. On m'a pas appelé pour dire qu'il y avait des possibilités. On semble dire que c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune possibilité, que ça ne réouvrira pas. Fait que j'aimerais ça au minimum me faire présenter une option viable. Il y a eu diverses options qui ont été envisagées, qui ont été analysées. On parle de permettre le virage à droite sur la 15e, rajouter des feux de circulation temporaires ou rajouter des arrêts obligatoires. Les prémices de base au niveau de sécurité pour les piétons, on parle de justement d'avoir des itinéraires qui sont sûrs puis éviter des conflits entre les piétons et les véhicules. Ces trois options-là ne rencontraient pas, autrement dit, le niveau de sécurité acceptable. On revient une fois de plus dans le dossier de la francisation. Le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, s'est entretenu avec notre journaliste Félix Blaquière pour discuter de la situation. On va compter, nous autres, au Québec, les immigrants temporaires qui relèvent de notre responsabilité. Puis va-t-il les franciser? L'annulation et la restriction des cours de francisation dans la province a retenti à l'Assemblée nationale lors de la période de questions jeudi avant-midi. Mais le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, est le premier surpris de la situation. Il affirme que les budgets en francisation n'ont subi aucune compression. Écoutez, on voit très, très bien ici que les budgets avant notre arrivée, puis les dernières années, puis cette année, on est ici. Donc, l'an passé, on était à 217,7 millions. Cette année, 251,3 millions, une hausse de presque 15 % en une seule année, ce qui est énorme, ce qui trouve bien au-delà des coûts de système. Selon lui, la gestion des budgets de la part des centres de services scolaires pourrait être une partie de la réponse. Mais nous, on n'a pas coupé au milieu de l'année, là.
On n'a pas arrêté le robinet en plein milieu de l'année. On a dit, voici votre budget annuel, francisez les gens. Puis certains centres de services scolaires ont choisi d'utiliser leur cagnotte dans les premiers mois. Puis là, ils se retrouvent à devoir arrêter au milieu de l'année. Une autre raison pour les ruptures de l'offre en francisation, selon le ministre, est l'explosion de la demande dans les dernières années. Il y a 2 ans, il y avait 300 000 temporaires. C'est très, très difficile de franciser tout le monde, mais on a fait augmenter l'offre de francisation de manière exponentielle. Cette année, il y en a 600 000. Est-ce qu'on est capable de franciser 1 million de personnes par année? 2 millions de personnes par année? Est-ce qu'on a les enseignants pour tout ça, les locaux? Est-ce que les Québécois ont la capacité de payer infinie? Je pense que la réponse, c'est non à toutes ces questions-là. Jean-François Roberge assure que les gens qui se sont vus couper leur classe de francisation dans la région sont pris en charge par le gouvernement caquiste. Il y a déjà plus de 50 des gens qui étaient dans cette situation-là, à qui on a réalloué une nouvelle offre de cours et qui sont maintenant réinscrits pour poursuivre leurs cours. Donc, on ne laisse pas tomber les gens. Le CSS de Laurier-des-Bois et le CSS de Rouyn-Noranda ont refusé de nous accorder une entrevue pour le moment. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Dans un tout autre dossier, la Sûreté du Québec fait une mise en garde concernant un stratagème de fraude par courriel. Il consiste à envoyer une lettre d'extorsion qui contient une panoplie d'informations personnelles. Les fraudeurs affirment que la personne ciblée a visité des sites web explicites et menacent d'envoyer une vidéo à sa liste de contacts, à moins d'être payé en crypto-monnaie. La SQ donc vous rappelle de rester prudent sur le partage de détails personnels en ligne et plus particulièrement sur les médias sociaux. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous récemment été victime d'une tentative de fraude? » Vous avez répondu non à 59 %. La 16e conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique se tient présentement à Cali, en Colombie, prévue jusqu'au 1er novembre prochain. Quel impact ce grand rendez-vous international peut avoir sur la protection du territoire ici dans la région? Les réponses avec la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon vous, est-ce que justement les COP sur la biodiversité comme ça ont un impact dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, on ne peut pas sentir l'impact directement, mais ce que je peux dire, c'est qu'on le ressent vis-à-vis des politiques qui sont mises en place. Donc, par exemple, la COP 15 qui a eu lieu à Montréal en 2022, ça avait permis d'établir un cadre pour la protection de la biodiversité. Il y a quand même 190 États qui s'étaient engagés à protéger 30 % de leur territoire d'ici 2030. Donc, on a quand même vu les retombées de ça en 2024, je dirais, parce qu'il y a eu un appel à air protégé du ministère de l'Environnement. Donc, les citoyens, les organismes étaient invités à proposer des projets d'air protégé sur le territoire public méridional. Donc, ça, c'est une des premières choses. Et deuxième chose, bien, dans les récentes semaines, on a vu le plan Nature 2030 du ministère, du gouvernement du Québec, en fait, qui est directement aligné avec la Convention cadre sur la biodiversité, qui reprend essentiellement les mêmes cibles. Donc, c'est plutôt de cette façon-là, je vous dirais qu'en Abitibi-Témiscamingue, on va le ressentir. C'est par des politiques cadres comme ça qui découlent là, du gouvernement. Ça prend une volonté politique. Comment, concrètement, on peut déjà commencer à travailler pour appliquer les mesures pour faire en sorte qu'en 2030, on puisse déjà avoir des résultats? C'est une excellente question. Je pense que le nerf de la guerre, toujours aussi, demeure l'argent. Bien au-delà de la volonté de vouloir protéger la biodiversité, ça prend aussi le financement pour pouvoir y arriver. Comme je disais, bien, la volonté de développer des nouvelles aires protégées, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule. Il pourrait y avoir, par exemple, la conservation volontaire qui vient des particuliers, des personnes privées. Il pourrait y avoir aussi des actions qui sont mises en place par des organismes de protection de l'environnement, par des compagnies privées aussi qui en feraient davantage, par les instances municipales aussi qui adoptent des actions notamment avec la protection de la biodiversité, avec la mobilité durable, avec le verdissement, par exemple, des espaces urbains. Donc, c'est sûr que tout le monde doit y aller en synergie là, pour qu'on y arrive. Ensuite, la grande tournée du détail était de passage aujourd'hui à Val-d'Or. L'initiative du Conseil québécois du commerce de détail était d'aller à la rencontre des commerçants à travers la province. Val-d'Or est la 5e des 9 municipalités visitées cette année.
Et les thèmes abordés qui ont suscité le plus d'intérêt des détaillants valdoriens sont l'achat local et la valorisation des produits québécois. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous allons directement vers les commerçants en région. On propose avec nos partenaires des services et on écoute aussi si ces mêmes services sont encore valables ou si on a besoin de développer de nouveaux partenariats pour aider justement les commerçants. Le commerce de détail va quand même bien à Val-d'Or. On sent le soutien de la population quand même. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident avec l'avènement du commerce en ligne. Mais si on veut rester en vie, on trouve des nouvelles initiatives, des nouveaux produits. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Danny Lennon, je regarde vraiment beaucoup trop de films, donc venez voir ce qui me fait triper dans la vie à Espace Court. On en parle après la pause dans la section culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Établie à la Verlechère par 2 membres de la famille Lafrenière, l'usine Lactalis a souligné son 100e anniversaire le 2 octobre dernier. Cet événement marquant met en lumière un siècle d'histoire et le rôle majeur que joue le site dans l'industrie laitière canadienne. Dans le cadre des célébrations, un don de 10 000 $ a été offert au Club des petits déjeuners des écoles de La Tulipe et Lorrainville. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, l'espace court du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue commence ce soir. Ah oui, Kémélia, le concours de court-métrage a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 19h ce soir. Cette année, les juges sont le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, la comédienne Julie Le Breton et l'animateur radio Arnaud Bédard. Le prix d'entrée pour assister à la soirée est de 10 $ par adulte ou 5 $ pour les aînés et les étudiants. Donc, c'est un rendez-vous ce soir et demain pour découvrir des courts-métrages avant-gardistes de tous les styles. Plein de beaux courts-métrages. Si vous n'avez pas eu la chance de voyager à Cannes, Tribeca, Locarno, Venise, tout ça, ben moi, oui. Fait que je vous ramène ça juste pour vous autres. Il y a vraiment de tout. C'est de la fiction, documentaire, expérimentale. Ça, c'est là que moi, je m'amuse. Parce que c'est pas juste des films lancés comme ça. Il y a quelqu'un en arrière qui s'amuse à faire une curation. Puis c'est ça. Je vous amène en voyage, dans le fond. Énormément de réalisateurs, plein de comédiens que vous avez vus au grand, au petit écran. Ils sont tous là, ils sont tous parlables, ils sont là pour ça. Et aussi, ils veulent voir des films, ils savent que c'est bon ici. Et c'est très relax. Vous allez voir, là, c'est très convivial, c'est chill. Et le regroupement des bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue ont dévoilé ce soir aussi une nouvelle campagne de signets. C'est l'artiste rouyn-norandien d'origine congolaise Serge Kabongo qui a créé une œuvre spécialement pour le signet. Cette campagne vise à mettre en valeur le travail d'un artiste de la région tout en faisant la promotion de la lecture et des bibliothèques de la région. C'est au total 25 000 signets qui vont être distribués dès demain dans toutes les bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Valérie Duhem m'a expliqué aujourd'hui pourquoi le choix s'est arrêté sur Serge Kabongo. Bien, moi, je suis très chanceuse parce que la bibliothèque est tout à côté du musée d'art de Rouyn-Noranda. Alors, je suis simplement allée voir mon collègue Jean-Jacques Lachapelle, qui est directeur général du musée, et je lui ai dit « Qui crois-tu pourrait faire une œuvre comme ça? » Il m'a dit « Je vais faire mieux que de te donner des suggestions. Je vais te faire visiter l'exposition permanente avec les artistes de la région. Tu choisiras. » Et c'est ce que j'ai fait. L'œuvre représente plusieurs éléments de la nature. Serge Kabongo trouvait que prendre le temps, ce thème-là, pour lui, c'était vraiment le temps qui prend son temps. La nature a besoin de temps pour mûrir les choses. Quand on est patient, ça marche toujours. C'est la nature qui nous le démontre. Donc, il a voulu faire une illustration qui était vraiment basée sur les éléments de la nature. En terminant, le concours de vitrine du Festival de cinéma international en collaboration avec TVA Nouvelle se termine demain. Alors, toutes les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue ont jusqu'à demain midi pour envoyer la photo de leur vitrine aux couleurs de la 43e édition du festival ou sinon aux couleurs du cinéma en général. Les entreprises courent la chance de gagner un profil d'entreprise offert par RNC Média d'une valeur de 15 000 $ qui sera diffusé sur les ondes de Nouveau et TVA Abitibi-Témiscamingue. Dépêchez-vous, là, il vous reste encore quelques heures pour participer. Ce sera un duel au sommet dans la LHJMQ ce soir. Les Huskies de Rouyn-Noranda reçoivent l'Océanique de Rimouski à l'Arena Glencore. On vous en parle après la pause.
Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda disputent un match ce soir alors que l'Océanique de Rimouski fait sa tournée abitibienne cette fin de semaine. La rencontre commence à 19h à l'Arena Glencore. Les deux équipes ont aussi rendez-vous demain soir, toujours du côté de l'Arena Glencore. Un week-end qui va se terminer dimanche après-midi avec le deuxième chapitre de la guerre de la 117 qui va avoir lieu du côté de Val-d'Or. Et d'ailleurs, l'Océanique affronte aussi les Foreurs samedi après-midi. Et toujours dans la LHJMQ, plusieurs joueurs des équipes de la région pourraient bien se voir signer des contrats professionnels dès 2025. L'attaquant Bill Zonon et le gardien de but Samuel Moloche des Huskies, ainsi qu'Édouard Bonder des Foreurs, figurent sur la liste des 155 meilleurs espoirs de la LCH en vue du prochain repêchage de la LNH. Et il y a 38 joueurs de la Ligue de hockey junior maritime Québec qui figurent sur cette liste initiale. Le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu à Los Angeles à l'été prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie va nous accompagner demain pour terminer la semaine. Oui, je pense que ça va être une fin de semaine plus relax, mais on va lire des livres et passer bien du temps devant la télé parce qu'au niveau météo, ça va être plus frisquet. Pour ce soir et cette nuit, ça va être nuageux partout en région avec un minimum de 2 pour l'Abitibi et de 4 pour le Témiscamingue. Demain, partout en région, ce sera nuageux le matin, suivi d'averses et d'un maximum de 9 degrés. Et un petit aperçu pour samedi en Abitibi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averses de neige ou de pluie, avec un maximum de 2 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec un 40 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige et un maximum de 4 degrés. Est-ce qu'on va avoir notre première neige en fin de semaine? Bien ça, on va le savoir dans les prochains jours. On va voir, Justine, on sait pas trop. En terminant, je vous informe que le parc pour chiens de Val-d'Or sera fermé pour les 2 prochaines semaines en raison d'une éclosion de toux de chenille. Donc voilà, ça met fin à notre bulletin pour ce soir. Merci de votre confiance et on se retrouve demain pour le TVA Midi.